Mais je trouve génial qu'on puisse parler de Kim Kardashian dans cette émission. Moi, je pense que c'est une femme géniale. Pardon, excuse-moi. Moi Je aussi, suis l'adore. absolument Moi, d'accord. Moi, je suis fan d'elle. Ouais. Bon, ben, vous allez nous expliquer parce que moi, j'ai pas trop suivi cette histoire. Donc, j'ai hâte qu'on en Elle est trop parle. Forte. Bon, ben, super. Kim Moi, présidente. de la Coupe du Monde de rugby, moi. Ok, ben, on parle. Ça va être. J'ai poussé un coup de gueule. Voilà. Je vais faire un coup de gueule. Super. Ouais, un coup de gueule sur la Coupe du Monde de rugby. J'en ai marre. Bon. Ça va gueuler un peu. Bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante, maintenant disponible au format vidéo sur la YouTube channel. On est sur YouTube, c'est formidable. On fait comme les Jones, bientôt sur TikTok et toujours disponible en podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, partout. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités caliente les sujets caliente de la Silicon Valley. Alors comme chaque semaine, on commence à s'y habituer. 3 invités avec moi. Ce sont les membres permanents de la saison 5 de Silicon Carnet. J'ai 3 invités cette semaine exceptionnels, comme on dit. Je vais commencer par une petite nouvelle qui rejoint le groupe. Elle s'appelle Eve Halimi. Elle est basée à New York et on est super content de t'avoir dans Silicon Carnet. Eve, bienvenue dans Silicon Carnet. Merci beaucoup. Trop content d'être là. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé d'ailleurs? Pourquoi tu t'es dit, mais je vais rejoindre ce groupe de tarés, quoi, en fait, pour aller parler de tech avec eux? Qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans? Pourquoi t'as dit oui? Parce que c'est toi, Carlos. C'est ton énergie. On peut jamais te dire non. Pas faux. Je sais pas, peut-être que tu vas le regretter. Mais en fait, comme je disais dans le WhatsApp, on a monté un petit groupe WhatsApp avec tous les membres permanents. Vous allez devenir des stars, mais votre carrière sera ruinée, quoi. En fait, c'est possible, quoi, en fait, grâce à cette émission. Deuxième invité, une autre femme parmi nous. Vous l'avez déjà découverte lors de la première émission de cette saison 5. C'est Stéphanie. Elle rejoint aussi la saison 5 cette année. Stéphanie, bienvenue dans Silicon Carnet. Tu es basée à San Francisco. C'est ton deuxième épisode, c'est ça? Deuxième. On va te voir régulièrement. Cette semaine, tu as plein de choses à nous raconter. On va même, je crois, parler de Kim Kardashian. C'est génial. Ouais, mon idole. Eve disait aussi son idole. Ouais, ben super. Écoutez, vous allez nous expliquer tout ça. Ouais, vous adorez, c'est super. Moi, je connais pas très bien, donc j'ai hâte de vous entendre sur ce sujet-là. Feedback de la première émission avec nous, Stéphanie. Très sympa. Un dîner entre amis le matin et le soir pour les Français, mais très sympa, très sympa. Voilà. On s'amuse bien. Et il revient, il était là la semaine dernière. Là aussi, vous allez le retrouver régulièrement. Vous le connaissez. El Professor est parmi nous. El Professor, Vater der Papa, jetzt kümmert das Money. Wenn bist du schon, jage das Mullah, es duftet nach Honey. El Professor. Il a son rond de serviette dans l'émission. Il était là depuis pratiquement l'émission numéro 1. Pierre Gobil, El Professor. C'est toujours un honneur et un plaisir puisque maintenant toi, tu peux témoigner. Tu es devenu une star puisque ton nom, tu l'as. C'est Silicon Carnet qui te l'a donné ce nom-là, quoi. En fait. Donc, c'est clair. Moi, quand je vais faire le marché, les gens me demandent des autographes. Hein. Le seul problème, c'est que je vais jamais faire le marché, mais sinon, je sais que ça serait le cas. Je te demande des conseils sur les courgettes, les aubergines et tout, quoi. Tu es une star grâce à Silicon Carnet. Bon, par contre, ta carrière, tu peux témoigner aussi qu'elle est complètement ruinée, quoi, en fait, à cause de l'émission. Les préjudices ont été énormes. C'est foutu, ça m'a tué. Bon, allez, on commence cette émission. Le sommaire de l'émission. Cette semaine, j'avais envie d'appeler cette
cette émission l'Empire contre-attaque parce que c'est exactement je trouve que ça va bien comme titre. On va parler peut-être de la fin de l'internet libre, notamment avec toutes les mesures que l'Union européenne sont en train de mettre en place pour notamment avec le Digital Service Act. Et le mousquetaire Thierry Breton qui a décidé de charger les GAFAM. Ça fait déjà un petit bout de temps qui bosse à ça, hein, mais là, il redouble d'efforts et il rend la vie insupportable aux startups de la Silicon Valley et aux startups américaines. On va en parler et on va se poser la question si les nouvelles évolutions de ce Digital Service Act sont pas en train de mettre à mal l'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a un vrai débat là-dessus, on va en parler et on va aussi parler de régulation puisqu'on va parler de ce qui se passe aux États-Unis. C'est toi, Pierre, qui m'a alerté sur ce sujet-là. Joe Biden a mis en place un système de régulation pour tout ce qui est les sujets liés à l'intelligence artificielle. Et c'est très intéressant à observer et on va parler de ça avec vous. Et puis on finira, comme toutes les semaines, sur une note plus légère mais tout aussi déprimante puisque cette semaine, on va parler des fondateurs de deuxième classe, ceux qu'on connaît pas, ceux qui ne sont pas dans la presse, avec un article très intéressant que j'ai lu cette semaine sur les fondateurs de la classe moyenne des fondateurs de start-up. C'est super intéressant et on va en parler avec vous. Allez, l'émission commence. C'est parti, let's go! Est-ce la fin de l'Internet libre? Il est vrai que les sociétés technologiques ont pris un pouvoir considérable ces dernières années et que ça s'est pas forcément super bien passé. Quand on regarde le résultat plusieurs années plus tard, est-ce que Facebook a vraiment make the world a better place? On peut se poser la question. C'est vrai que les sociétés, qu'elles soient en Europe ou ici aux États-Unis, on a l'impression qu'elles se réveillent un petit peu avec la gueule de bois. Et il faut avouer qu'en tout cas, les législateurs américains, eux, n'ont pas fait grand-chose pour limiter le pouvoir des entreprises technologiques au cours des dernières années. Mais l'Union européenne est en train de prendre les devants avec à sa tête le commissaire Thierry Breton, une sorte de Torquemada de Bruxelles, hein, qui a déclaré la guerre aux géants de la tech. Alors, quand on l'écoute, on a l'impression que ce combat est un véritable dogme pour lui. Hein. Il dit « Moi et les autres, nous avons décidé que blablabla. Bla, bla, bla. » Je rappelle que quand même, le personnage Thierry Breton n'est pas un élu. Hein. Il a été nommé, il n'est élu par personne. Et c'est lui qui mène la fronde, un peu comme un Don Quichotte en mocassin à gland. Très honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Il s'est lancé à l'assaut de Facebook, de Twitter, de TikTok, de Apple. Enfin, il tire à tout va. Et il faut avouer qu'il est en train de faire plier les grands de la tech à grand renfort de nouvelles régulations, de nouvelles amendes de plus en plus salées et de menaces économiques pour ces géants de la tech, parce qu'il est sans cesse en train de rappeler la taille du marché européen. J'avais envie de voir comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça. Pierre, un mot là-dessus. L'Europe qui mène la fronde, qui prend les devants, les États-Unis qui n'ont jamais su réagir face à leurs géants, enfin concrètement, avec une vraie régulation, et l'Europe qui devance tout le monde là-dessus. Alors, je vais te surprendre sur ma réponse. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils font ça. Ils font ça pour deux raisons. Ouais. Un, c'est pour protéger les citoyens. Donc, ils en parlent dans le document sur la donnée, sur les speeches de haine, et sur tout ce qui est fake news et désinformation. Ouais. Et la deuxième raison pour laquelle ils font ce Digital Market Act, c'est pour éviter la concurrence déloyale. Donc les clauses abusives qu'on peut avoir chez Google et chez Apple, la priorisation de leurs offres, et aussi, faut-il le dire, pour protéger un peu nos pauvres acteurs européens. Donc ça, c'est les raisons. Lesquelles ? Il y en a quelques-uns quand même. Tu en as quelques-uns qui font du cloud, tu en as quelques-uns qui font des choses. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Mais on a du mal à les nommer, là. Oui, évidemment, moi, je te dis les pauvres, j'ai commencé par les pauvres acteurs européens. D'accord. Donc ça, c'est la raison pour laquelle ils le font. Donc si tu veux, sur le fond, c'est pas déloyal. Ils font leur boulot, quoi, c'est ça. Bon. Alors l'argument que tout le monde va sortir, c'est oui, mais alors la liberté de faire, la liberté d'innover, la liberté d'expression, etc., etc.
Alors moi, j'ai envie de vous renvoyer à un document et à un speech qui avait été fait par une prof de Harvard qui disait pour qu'une démocratie fonctionne, il faut 3 choses. 1, il faut des entrepreneurs qui créent de la valeur. 2, il faut un gouvernement qui régule. Et 3, il faut des contre-pouvoirs. Et elle citait les médias, la justice, bien évidemment, et les syndicats comme contre-pouvoir. Donc moi, si ma position à moi, c'est que je suis totalement en phase avec ça, je pense que le rôle de l'État, c'est de réguler. Les entreprises qui ont prospéré sont des entreprises régulées. Aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas dérégulé ce système-là, l'Internet au sens large, ça a des conséquences gigantesques. Je pense que ça a accéléré la fracture sociale, je pense que ça compromet la démocratie, moi je suis un anti-Facebook absolu, et je pense que ça booste les régimes autoritaires. Donc de mon point de vue, il est temps que l'État et que le gouvernement et que les gouvernements réagissent et régulent. En l'occurrence, là, c'est Bruxelles. On ne parle pas du gouvernement français. Là, c'est à l'échelle européenne, bien évidemment, et c'est Bruxelles. Donc pour moi, il est temps qu'ils réagissent. Alors le problème de ce document, si tu me demandes mon avis, donc moi je suis d'accord avec le fait qu'il régule. Pour moi, on va revenir sur le document, Pierre. Faisons juste un rapide tour de table d'abord. Voilà. Pour toi, il est temps que les institutions réagissent. En l'occurrence, là, c'est la Commission européenne. Eve, aux États-Unis, le Congrès, il a jamais véritablement rien fait. On est face à une société américaine qui voit les dérives de ces plateformes. Mais effectivement, on a un État qui n'a jamais réagi. Non, alors on a eu une attempt à ban TikTok. Ouais. TikTok aujourd'hui est un désastre. Le nombre de misinformation qu'on a, les dégâts qu'on voit aux États-Unis sur les campus américains et partout autour de nous, ça fait vraiment peur. Donc moi, je suis d'accord avec Pierre. Je pense que faut réguler les réseaux sociaux. Ça part dans tous les sens. Je pense qu'on a l'utiliser de l'AI pour réguler les réseaux sociaux, mais je pense qu'on en a encore pour quelques années avant qu'il y ait des vraies régulations en place. Stéphanie, de ton côté, quel est ton point de vue? Alors, je rappelle qu'on est les deux dans la Silicon Valley. Eve, elle est East Coast et Pierre est en Europe. Ça va être intéressant. Je veux voir un peu vos réactions là-dessus. La réaction de Pierre, je suis d'accord sur le fond. Sur le fait de la désinformation, protéger les enfants. Il y a beaucoup l'acte en fait est là pour protéger les enfants en fait aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le fond est bon. La manière est très française. Et Pierre, tu as une vision très française des choses, si je peux me permettre. Les Américains se parlent beaucoup de libéralisme. On est freedom of speech, libéralisme. C'est ça qui a toujours géré les États-Unis. Les États-Unis fonctionnent sur un système où le marché va s'auto-réguler en moyenne, en général, et va éviter de réguler au maximum pour éviter des overheads de coûts. Parce qu'à la fin, si tu régules, tu as des entités qui doivent vérifier ce qui s'est passé, tu as des coûts supplémentaires pour les boîtes. À la fin, c'est le consommateur qui va se retrouver, ou les entreprises, avec des taxes supplémentaires. Il suffit de comparer en fait le coût du social contribution entre les salaires américains et les salaires français. Je pense que quand tu es salarié français, tu te rends pas compte que ce qu'à la fin tu reçois un salaire, tu reçois 100, ça a coûté 200 pour rajouter, on rajoute 100 de social contribution qui sont payés à la fois par l'employeur et par l'employé. À cause de la régulation, c'est ça ce que tu veux dire. À cause de tout ce overhead du gouvernement français qui est là pour aider les Français et pour les chouchouter au maximum. Donc, over-regulation, on va dire. Vision américaine des choses. L'Américain, son salaire, sur un salaire de 100, il y a 15% seulement de social contribution. OK, il est au chômage, il touchera pas le même chômage qu'en France. OK, la social security, la healthcare n'est pas la même. Mais c'est un choix après de chaque personne de se gérer et de trouver un moyen et de décider là où il veut dépenser son argent. Donc c'est une vision du monde, c'est deux visions du monde qui sont complètement différentes, avec deux approches en fait de régulation et de gestion en fait d'un vrai problème. Et on est tous d'accord que le problème est là. Et là, je vais te rajouter une dernière couche, la Chine. La Chine, eux, personne n'a le droit de décider, c'est eux qui décident, c'est l'autorité chinoise qui décide. Il faut rappeler en 2019, les Chinois ont restreint pour les mineurs, ils auront le droit, je lis mes notes,
à 90 minutes par jour en semaine de jouer aux jeux vidéo. Donc les gamins, ils peuvent pas jouer comme ils veulent aux jeux vidéo. 90 minutes seulement, et le week-end un petit peu plus. En 2021, ça a été encore pire, puisque c'était, je crois, 1 heure par jour seulement, et seulement le vendredi et le week-end. Stéphanie, tu me mets dans la case du fromage, peut-être parce que je suis revenu en France et que j'ai une vache derrière moi. Parce que tu as une vache derrière toi, j'allais dire exactement ça. J'en ai plusieurs d'ailleurs. J'ai vécu 17 ans dans la Silicon Valley, donc faut pas me mettre dans la case du fromage parce que je suis pas du tout franco-français là-dessus. Ceci dit, tu mélanges deux choses qui pour moi sont tout à fait différentes. Tu mélanges la gestion de l'État et les régulations, ce sont deux choses très différentes. La façon dont l'État exploite notre argent pour faire des choses et la façon de réguler une société. Moi, je te parle de la régulation d'une société et je suis fermement convaincu qu'on doit avoir des États forts qui régulent les choses. Sinon, on va faire du n'importe quoi. Elle a un point, Stéphanie, c'est que cette régulation va avoir un coût. Et d'ailleurs, il a déjà un coût. On estime que les tests, les stress tests qui sont en train d'être mis en place par notamment Facebook pour vérifier s'ils sont conformes ou comment est-ce qu'ils peuvent être conformes au nouveau Digital Services Act, coûtent déjà plusieurs milliers de personnes sont en train de travailler à ça. Ça va avoir un coût sur la plateforme. Et ce que je trouve intéressant dans ce que dit Stéphanie, c'est que ce coût-là, il va retomber sur les utilisateurs à un moment ou à un autre. C'est forcément, mais ça va augmenter Ouais. Facebook a dit qu'il est en train de travailler sur une version de Facebook pour l'Europe, ou Facebook, ou surtout Instagram, je crois, où tu auras une souscription. Donc, il va falloir payer maintenant pour utiliser en fait Facebook, mais tu n'auras plus de pub. À part pour ceux qui ont en dessous de 18 ans. D'accord. Super. Mais si je peux me permettre... Donc, en fait, on a le danger encore des enfants. On a encore le danger de comment est-ce qu'on protège la nouvelle génération. Et c'est ça ce qui fait vraiment peur dans le monde d'aujourd'hui, c'est que ces jeunes n'ont aucune barrière sur ce qu'ils voient sur Internet. Et c'est là où j'ai vu l'annonce de Facebook cette semaine sur la nouvelle subscription, mais voilà. Protège pas les enfants en dessous de 18 ans. Et je pense que nous, on réagit comme des vieux. Oui. Les jeunes, on est en train d'aller dans un monde qui est fully digital. Tout ce qui est dans nos démocraties, tout ce qu'on voit dans le monde physique, la notion de propriété, et on doit surtout parler en fait de data ownership ici. On va pas parler de blockchain, mais on y est quoi. Le data totalitarism de Facebook, des GAFAMO maintenant avec OpenAI. Comment on régule ça? Mais on arrive dans un monde fully digital où les jeunes, les Gen Z et la prochaine génération, je ne sais même plus comment on les appelle, eux, ils vont surtout connaître ce monde-là. Toute la culture est en train de passer digital. Le Gen Z est la dernière génération qui a un mix de culture physique et digitale. C'est quoi ton argument? Mon argument, c'est qu'on est en train de commencer à penser à créer des régulations de nos sociétés digitales. Et Thierry Breton, c'est ce qu'il essaye à faire. Mon argument, c'est pas de nier que le monde est digital. Mon argument, c'est de dire qu'aujourd'hui, la question de la moralité sur Internet est réelle. Il y a des informations qui sont pas dangereuses, comme de dire que la Terre est plate. Bon, il y a quelques couillons qui le pensent. T'as mieux, la Terre est ronde, je vous l'annonce. C'est pas très grave. Mais quand on a des opinions qui sont dangereuses sur les vaccins, sur le climat, sur le terrorisme, c'est dangereux. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un système qui peut mettre une société par terre. Et c'est ce qui est en train de se passer. La démocratie est en danger. Donc moi, je m'en fous de payer, je m'en fous de ce que tu veux. Il faut que les États interviennent. Sinon, on va vers un monde instable. Je fais un parallèle avec la police. Qu'est-ce que tu préfères? Une police d'État, d'accord, qui est gérée par un système peut-être énorme comme tu veux, mais qui est quand même régulé, avec des contre-pouvoirs, avec des gens qui sont assermentés, avec un système qui est démocratiquement, des gens qui sont démocratiquement élus, ou tu veux des milices de gens indépendantes qui gèrent la police comme eux ont envie. Moi, je préfère avoir des policiers assermentés par l'État. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec Internet. Je me suis trompé la semaine dernière quand j'ai dit que Pierre était de droite. En fait, c'est un chevènementiste. C'est ce que je me rends compte qu'en fait, c'est. Je ne savais même pas, tu vois. Ouais, je pense que tu es chevènementiste. On pourrait discuter pendant longtemps de cette police d'État et de ses contre-pouvoirs, si tant est qu'ils existent aujourd'hui. Mais revenons, et je voudrais qu'on rappelle les faits.
ce dont on parle, c'est le renforcement de ce qu'on appelle le DSA, c'est-à-dire le Digital Service Act, qui correspond aux États-Unis à ce qu'on appelle la section 230, qui, aux US en tout cas, protège les hébergeurs de contenu des potentielles dérives de ses utilisateurs. Alors, en gros, grosso modo, Facebook dit, moi, je ne fais que héberger du contenu. S'il y a du contenu sur mes plateformes qui sont créés par les utilisateurs, c'est pas ma responsabilité. Je ne suis qu'un hébergeur. Il se protège derrière cette section 230. Là, ce que Thierry Breton est en train de faire, il est en train de revoir complètement cette protection. C'est la mesure qu'il propose, elle est déjà rentrée en vigueur. Elle est rentrée en vigueur en août de cette année. Et effectivement, comme tu dis, Pierre, ses intentions sont très bonnes. Elle vise à protéger les citoyens européens et notamment les mineurs contre la désinformation, les contenus illégaux, et aussi créer plus de transparence en ce qui concerne notamment le ciblage publicitaire. Ça, c'est sur le papier, et je pense que personne ici va dire c'est un scandale et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Bien évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus. En gros, ils veulent imposer à ces plateformes la possibilité pour les Européens de débrancher l'algorithme. C'est ça, c'est de dire, si vous voulez, vous pouvez débrancher l'algorithme de recommandation. C'est votre choix. Il faut que le choix vous soit offert. Il demande aussi à ces VLOP, à ces plateformes de partager leurs data avec les autorités. Alors là, la question aussi, c'est qui ces autorités? De coopérer quand il y a des situations de crise. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé puisqu'il y a déjà une demande avec notamment la guerre en Israël de la part de l'Union européenne de mettre en place une cellule de crise sur la désinformation par rapport à ça. Et de retirer des contenus qui auraient été considérés par ces autorités comme illégaux. Mais c'est quoi un contenu illégal? Alors, je comprends la pédopornographie, tout un tas de choses comme ça, l'antisémitisme et des choses comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une dérive là, finalement, de dire au bout d'un moment, ces autorités, qui sont ces autorités, et qui va déclarer ce qui est légal ou ce qui est illégal? Alors, deux choses, pour moi, là-dessus. D'abord, il y a des choses dont on sait qu'elles sont illégales. Tu en as cité quelques exemples, il y en a d'autres. Donc ça, on est capable de l'identifier. Après, ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir des choses qui sont assujetties à interprétation. Bon, tu as peut-être raison. Maintenant, du point de vue de celui qui va décider de ça, moi, je préfère que ce soit des gens qui sont élus, assermentés, réfléchis. C'est pas le cas là. Gouvernement, c'est pas que Pierre, c'est pas le cas. C'est pas ce qui est dit là. C'est pas des gens élus, c'est pas des gens assermentés. Ça va être les petits copains de Thierry Breton. C'est ça ce que ça va être. Carlos, je sais pas te dire ce que ça va être. Moi, je te dis, si c'est fait de manière sérieuse, par des institutions sérieuses, je préfère que ce soit fait par ces gens-là que par autre chose. D'accord? Donc ça, c'est mon point de vue. Le problème de ce que tu dis là, et c'est trop facile de raisonner comme ça de mon point de vue, c'est qu'il y a un vrai souci dans tout ce machin, c'est qu'en fait, c'est que c'est vague. Et parce que c'est vague, on dit il faut pas le faire. Et là, je suis pas d'accord. Moi, je dis c'est vague, mais il faut le faire. On n'est pas tout à fait sûr de comment il faut le faire, et tu as parfaitement raison. Il y a plein de points qui ne sont pas éclairés. Mais il y a quand même une forme de tolérance vis-à-vis de cette législation qui dit si on a tort, vous pouvez faire appel et on vous écoutera. Et il s'est passé des choses. Par exemple, je vous prends un exemple. En Corée du Sud et en Australie, on a contraint Apple et Google à ouvrir leurs App Store. Voilà, ça, c'est un truc concret qui s'est passé. D'accord? Les US, la Federal Trade Commission, a déjà fait des enquêtes. Donc c'est pas un truc c'est pas un machin qui sort du chapeau des Européens, c'est un truc qu'on peut faire. Et c'est pas parce qu'on sait pas exactement comment le faire qu'il faut pas le faire. C'est comme un entrepreneur. On sait pas comment ça va marcher, on sait qu'il faut le faire, on le fait. Et après, avec le chemin et l'intelligence des gens qui le font, on trouvera la voie. Mais il faut démarrer. C'est vachement important. C'est ça ma réponse. Ok, Eve, à ton avis, qu'est-ce que tu penses que ces plateformes vont se plier à ces nouvelles réglementations? Très compliqué, surtout aux US. Mais je suis d'accord avec Pierre. Je pense qu'il faut commencer. Moi, je pense que ça va prendre encore 5 ans. Vraiment, je pense qu'on n'est pas du tout là. Mais je le vois tous les jours. J'ai une petite sœur sur les campus américains. Elle a peur de sortir de sa chambre. Elle a peur d'aller en cours. Les gens n'arrivent plus à aller... ils n'arrivent plus à être amis avec d'autres personnes de religions différentes, de races différentes. C'est vraiment triste. Le pays est complètement cassé.
Et donc, on arrive à cause de ces plateformes-là? À cause de ces plateformes-là. À cause de ce que les gens postent sur les réseaux sociaux, à cause de ce que les petites voient sur TikTok et sur Instagram, à cause des misinformations qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et ils n'arrivent plus à communiquer entre l'un et l'autre. Et donc, c'est devenu black and white. Et t'as un côté qui pense ça et l'autre côté qui pense ça et personne n'arrive à parler. Donc, on a besoin de faire quelque chose. On a besoin de les aider. Moi, je suis d'accord sur le constat. Je suis absolument d'accord avec vous sur le constat. Il y a un véritable problème. Et effectivement, la jeunesse est victime, la première victime en fait de cette polarisation de la société. Et ça crée de l'angoisse, ça crée du stress. Il y a que juste à voir les stats en fait de l'état mental de nos jeunes pour comprendre que c'est certainement lié effectivement aux réseaux sociaux. Mais on répond, c'est la façon dont on le fait. Moi, je sais pas toi, Stéphanie, mais quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'on n'est pas face à une mesure liberticide énorme, c'est-à-dire de définir presque un organe de censure, en tout cas en Europe. Et je ne peux pas, je suis désolé, je vais faire le vieux con, moi j'étais là au début de l'Internet, mais au début de l'Internet il a été pensé comme un système décentralisé, justement pour lutter contre cette censure, et un système qui est gratuit, qui est en dehors de tout contrôle des gouvernements, et c'est pour ça que je voulais appeler cet épisode l'Empire contre-attaque, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'Empire qui reprend le pouvoir, en fait, sur cet objet Internet qui est absolument génial, et qui a été construit de façon décentralisée, et est-ce qu'on n'est pas en train de casser le rêve initial? C'est le 1984, mais oui. Orwell, et ça peut aller là-dedans. En fait, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a un problème. L'Europe a décidé une direction, une solution, qu'elle est en train d'imposer au monde, mais en fait, il y a d'autres solutions. Et en fait, je pense que c'est comme une start-up, en fait. Quand tu démarres une start-up, tu veux résoudre un problème et on te dit d'être d'abord ouvert sur les différentes solutions et de pas tout de suite choisir, en fait, une solution. Tu dois trouver ton product market fit parce que c'est une solution fit que tu dois trouver aussi. Et là, ils ont tout de suite décidé, même si encore tous les détails sont pas prévus, il y a quand même une manière de répondre à ce problème qui a été décidée par l'Europe et qui s'impose, en fait, partout. Après, le fond, il est là. Il y a besoin. Je pense que ce qui manque énormément partout, c'est l'éducation. L'éducation des populations sur ces dangers. On n'en parle pas assez. On devrait forcer, là, pour le coup, les plateformes devraient éduquer aussi leurs utilisateurs. Les gouvernements devraient éduquer. C'est une responsabilité aussi individuelle d'évoluer avec ces plateformes et leurs dérives et d'apprendre à voir, en fait, à se questionner, à se poser des questions. Et après, il y a la techno qui doit s'améliorer, qui doit arriver. On parle de blockchain, on essaye de tuer blockchain. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on essaye de centraliser tout. Ça permet au gouvernement de faire ce qu'il faisait avant, de réguler les médias. Les médias, c'était la télé qui te disait ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait voir. On revient à l'ère de l'ERTF. Et on revient à l'ère des médias contrôlés, à l'ère, je vais dire des mots horribles, mais à l'époque, je vais pas aller dire ces mots, mais à l'époque de la guerre, où tout était contrôlé et les messages étaient contrôlés. Ils ne peuvent plus contrôler en ce moment ces médias, donc parce que les médias, c'est les plateformes maintenant, et donc du coup, on passe sur des règles très autoritaires. Autoritaire, ouais, non mais c'est ça, mais elle a raison parce que on fait l'écho historique. Cet argument de dire c'est dangereux pour la population, il y a des dérives et de surfer sur une réalité et de venir avec une solution autoritaire à une réalité, on l'a déjà vu par le passé historiquement. Ça s'est généralement mal fini, c'est ça. Et là, je suis d'accord avec Stéphanie là-dessus. Que vous me faites marrer avec votre truc liberticide, le super Internet. Le super Internet, c'est la sœur de Ève qui n'arrête plus de sortir de chez elle. C'est des tas de trucs horribles qui se passent dans tous les sens. C'est pas un beau monde qu'on est en train de vivre avec ce truc-là. Et la presse américaine, faites-moi marrer. Fox News, c'est de l'intoxication totale. CNN, c'est pareil. Il n'y a pas une seule presse aux États-Unis qui ait une forme on va dire, de courtoisie vis-à-vis des faits et vis-à-vis de la vérité. Ça n'existe pas. En Europe, en France non plus.
Si, on a beaucoup plus. C'est Ah beaucoup bah oui, un peu plus, regarde un peu qu'aux plus. CNN. États-Unis. Écoute, Mais moi j'écoutais aux États-Unis, c'est inaudible. C'est de la propagande politique aux États-Unis. En ouais. Europe, c'est pas vrai. Il reste des journalistes qui sont des gens un peu plus cohérents que ce qu'on peut voir aux États-Unis et beaucoup moins extrêmes. On est en train, l'Internet aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, c'est la montée des populismes, c'est la destruction des démocraties. Je suis désolé, pour moi, il n'y a rien de très beau dans cette liberté qui nous a été donnée. Il est temps qu'on se remette au travail et qu'on régule ce merdier pour que justement le citoyen puisse sortir de chez lui et vivre librement. C'est l'inverse qui se passe. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec vous là-dessus. Non mais ce que tu dis là, c'est que cet outil était un énorme outil de liberté qu'on a mis entre les mains des gens et les gens en ont fait n'importe quoi. Mais à cause de ces plateformes qui ont misé en fait sur la connerie des gens et qui ont perverti en fait l'idée initiale et le rêve initial de l'internet. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit renoncer au rêve initial et remettre de la régulation et de dire aux gens, mais attendez, je suis désolé, vous êtes trop cons pour utiliser Internet, on va vous expliquer comment l'utiliser. C'est nous qui allons vous le dire. C'est pas une question d'être con, Carlos, c'est une question de désinformation. Tu ne peux pas vivre dans une société où tu ne sais plus où est la vérité. Ça ne peut pas exister, ça. Et aujourd'hui, la désinformation est telle, aujourd'hui, que les gens ne savent plus ce qu'est la vérité. Encore une fois, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Donc, si mais il y a toujours eu des gens qui ont pensé que la Terre est plate. Ça marche plus. À un moment donné, si tu veux, la vérité, c'est ce qui va unir les gens. On vit quand même en communauté. On est quand même des citoyens. On est régi par des lois. Et là, personne ne gueule sur les lois. On a besoin des lois. On ne tuera pas les gens. On n'ira pas voler chez le voisin. Personne ne dit rien à ça. Parce que c'est régulé, que ça marche et ça nous permet de vivre en communauté. On a besoin de règles pour vivre en communauté. Sinon, c'est du n'importe quoi. Et Internet, aujourd'hui, c'est dangereux. Donc, il faut le réguler. Pierre, visiblement, tu fais plus confiance à l'État qu'à une société privée. Eh ben, moi, personnellement, je sais pas. Ben moi, entre le FBI et une milice privée, je prends le FBI. Non, mais c'est pas une milice privée, c'est une société privée qui, pour moi, a des intérêts économiques. Oui. Et les intérêts économiques, je peux les débrancher. Alors qu'un gouvernement, ses intérêts ne sont pas économiques, ils peuvent être politiques. Et moi, l'intérêt politique d'un gouvernement face à moi me fait plus peur que l'intérêt économique d'une société pour me vendre des chaussettes, quoi, grosso modo. Je préfère qu'une société me force à acheter des chaussettes qu'un gouvernement qui prend le contrôle de ma data et regarde qui je suis et ce que je raconte et puisse éventuellement censurer mon propos. Mais continuons et arrivons à des sociétés totalement détruites. Mais est-ce que nos sociétés sont pires qu'hier? Est-ce qu'on n'est pas en train de sombrer dans le « c'était mieux avant » ? Non. Est-ce que c'était mieux avant? J'en suis pas certain, moi. Il y a plus de communication de tout ce qui se passe mal. Donc du coup, t'as toujours, c'est comme les signaux en fait de criminalité dans tes, j'ai que des mots anglais qui viennent dans ma tête, dans ton voisinage avec Nextdoor, etc. T'as toujours l'impression que c'est pire qu'avant. En fait, ça a été prouvé en fait que c'est pas pire qu'avant. Mais t'as beaucoup plus d'informations, donc t'es beaucoup plus. Je pense que c'est malheureusement on est dans cette phase en fait d'ajustement où on n'apprend pas, on n'a pas appris à gérer en fait cet influx d'informations en fait qui nous tombe dessus et ça n'a pas changé, on le gère mal en tant qu'individu parce qu'on n'apprend pas et que ces plateformes n'aident pas, elles il y a pas de filtre et en plus c'est du smart feed, donc le smart feed c'est plus tu regardes, plus ça te choque, plus on va t'en donner parce que plus ça consomme. Donc là il y a des choses à changer, mais c'est la technologie qui va changer. Et si, en fait, ce que j'aime bien ce que tu dis, Carlos, c'est si on touche à leur portefeuille, les plateformes vont changer. Et c'est aux consommateurs, surtout, de toucher au portefeuille. Les consommateurs, ils doivent débrancher Facebook s'ils sont pas d'accord, mais il faut les éduquer par rapport à ça. Il faut leur dire, en fait, arrête de consommer les réseaux sociaux. Moi, j'ai désinstallé la plupart des réseaux sociaux. J'utilise plus, en fait, Facebook. Je serai très rarement, en fait, sur Instagram, juste pour consommer ce que mes copains font. Et je suis sur LinkedIn parce que professionnellement, je suis obligée, et Twitter aussi, mais et me sens mieux. Mais j'ai fait cette démarche et je suis pas la seule. Hein. Je pense qu'on prend conscience de l'impact et on est en train de débrancher. Si on est tous à débrancher, ils vont réagir. Moi, j'ai la même chose que toi, Stéphanie. C'est la première fois de ma vie que j'ai débranché Facebook et Instagram. J'ai arrêté de regarder TikTok. J'ai trouvé que voilà, c'est le moment de décrocher.
Alors, on reste dans l'Empire contre-attaque et cette semaine, lundi, le président Biden a publié un décret exécutif très attendu sur l'intelligence artificielle qui vise à promouvoir cette technologie tout en limitant ses risques. On en est toujours exactement, pratiquement au même débat que précédemment. Alors, ce décret comprend tout un tas de nouvelles mesures axées sur la sécurité, la vie privée, la protection des travailleurs, l'innovation. Et elle établit des normes de sécurité renforcées qui imposent aux entreprises, encore une fois, qu'elle informe le gouvernement fédéral lors du développement de modèles d'intelligence artificielle et qu'elle partage ses résultats de tests de sécurité. Il y a tout un tas de directives pour mieux authentifier, marquer les contenus générés par IA. Bref, il y a, ça y est, on y est quoi en fait. Ça y est, l'IA, ça fait 1 an qu'il a envahi finalement notre quotidien. Et ça y est. Stéphanie, le gouvernement et Biden réagit et met en place ce décret et toutes ces mesures pour essayer de réguler l'IA parce que là aussi c'est pareil, on a peur de faire la même connerie qu'avec les réseaux sociaux et de la dérive de l'intelligence artificielle. Le risque est aussi beaucoup plus, je sais pas s'il est plus grand, mais il est beaucoup plus immédiat et il est surtout beaucoup plus populaire. Parce que tout le monde a peur de l'IA. Tout le monde, il y a une grande peur en fait de ce qui va se passer. Ouais. Et donc du coup, il y a une pression pour intervenir. Je pense qu'il y a aussi une pression en fait de ces giants qui se sont créés à réguler parce que ça leur donne un avantage compétitif. Parce que quand tu as aidé à réguler un domaine, c'est en général dans ton avantage. On en reparlera après. Ah bah c'est exactement le cas. On va regarder les détails et c'est clairement essayer de garder le leadership des États-Unis à travers cette régulation. Ça, c'est évident. Hein, quand on lit entre les lignes, c'est l'objectif de l'administration Biden. Hein. Et moi, ce qui me fait peur dans cette... Je pense que tu vas reparler un petit peu du contenu, mais ça donne une bonne direction. Il y a des actions concrètes qui doivent être prises dans les 90 jours et après dans les 270 jours, donc avant les élections de 2024 aux États-Unis. Absolument. Ouais. Par contre, tout le monde a un petit peu peur que ça fasse comme sur la blockchain, où il n'y a pas un cadre de régulation formel ou clair qui a été créé. Et donc là, je dirais, là où il faut faire attention, c'est que la direction est bonne, il faut y aller, on va faire quelque chose, mais vraiment, les agences maintenant doivent bien le faire. Sinon, on se retrouve comme aux États-Unis avec la blockchain maintenant, ou la crypto, où tu sais pas si tu peux lancer un token, tu sais pas, tout le monde a peur, tout le monde part à l'étranger. Ouais. Et là, c'est un danger pour l'innovation américaine. Pierre, ta réaction par rapport à ce décret? Alors, c'est un peu un décret Miss France, hein, plein de bonnes intentions. Il faut encourager les agences fédérales à développer des techniques pour former les systèmes d'intelligence artificielle. Il faut soutenir les travailleurs potentiellement impactés. Il faut en même temps maximiser les avantages de l'intelligence artificielle. Il faut promouvoir l'innovation. Il faut renforcer l'immigration des talents autour de ces sujets d'intelligence artificielle. Et puis, il faut, là aussi, hein, comme Thierry Breton, mettre en place un conseil sur l'intelligence artificielle pour justement mener des audits et vérifier que tout se passe bien. Quand tu as lu ça, toi, qu'est-ce que tu t'es dit immédiatement? Oh, joie. Non, je rigole. Pour moi, si tu veux, la question que je me pose toujours, c'est toujours pareil. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on va réguler les AI? Ok? Et je pense que la réponse, c'est que l'AI peut être, d'un point de vue impact dans le mal, beaucoup plus puissante que l'Internet. Et donc, en fait, qu'on soit une démocratie ou pas, ça tient aussi pour les Chinois qui ne le sont pas, on fait ça pour se protéger du mal. Et les premiers qui ont vraiment régulé les AI, c'est les Chinois, on y reviendra. Et alors, pourquoi est-ce qu'on veut se protéger du mal? Parce qu'on a besoin de protéger ses citoyens et son système politique. Et il y a aussi un enjeu de souveraineté et un enjeu militaire. C'est quoi le mal? Parce qu'il faut quand même en parler. Le mal, c'est par exemple créer des armes chimiques, des armes biologiques, des armes nucléaires. C'est la cybersécurité. C'est faire tomber la grille électrique d'un pays. C'est voler n'importe qui en faisant des fakes partout. Donc c'est vraiment, il y a un truc qui est vraiment hyper pernicieux et qui fait flipper. D'ailleurs, tous les gens, même des mecs de la Silicon Valley, puisque je suis avec ma vache derrière, qui diront, effectivement, il y a des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ChatGPT, avec de l'AI, qui font peur.
Et d'ailleurs, tu veux dire que là, ça rend les gens dangereux, les terroristes, etc., plus intelligents, des gens qui à la base étaient un petit peu cons, quoi, grâce à l'AI. Finalement, on va les augmenter, ils vont devenir plus dangereux pour la société grâce à cette AI. Et donc, il faut qu'on limite ce risque-là. Si tu veux monter un algorithme qui va aller piquer du pognon dans un compte bancaire d'un homme donné, tu es capable de le faire. Et nous, on le voit. Hein. Aujourd'hui, on a eu énormément de hacks, de cybersecurity hacks dans notre boîte, même parce qu'on fait de la gestion d'argent pour les clients. Et on le sent que depuis cette AI wave, on a énormément plus de hacks que d'avant. Donc là, devant nous, on a un truc qui est en capacité à déstabiliser la société de manière forte. Et donc, normalement, évidemment que Biden répond à ça en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est pas le seul. Il y a plein de gens de la Silicon Valley qui disent il faut réguler ce truc. On ne sait pas dans quoi on met les pieds. Alors, les États-Unis font quelque chose, mais c'est pas les premiers. Les Chinois, ça fait un très longtemps qu'ils régulent. Mais pour des raisons très différentes. Les Chinois, en fait, ils sont dirigés par le Parti communiste chinois et par un organe central. Par leur grand leader. Hein, bon, on le connaît tous. Et eux, ils ont un vrai problème qui est de dire qu'est-ce qui va sortir de ces algorithmes, quel est le contenu qui va pouvoir sortir de cette AI. Est-ce que c'est compatible avec la vision politique du Parti communiste chinois? Et d'ailleurs, ça fait un appel intéressant, un raisonnement intéressant pour les Américains qui se disent en fait, parce que les Chinois vont brider les algorithmes, parce qu'ils travaillent sur les algorithmes et pas les modèles, parce qu'ils vont les brider, on va prendre de l'avance. Et les Chinois sont obligés de les brider pour des questions politiques. Donc l'AI, c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué qu'Internet de mon point de vue, et qui a beaucoup plus besoin d'être régulé, en tout cas tout de suite. Pour ces raisons-là. Et je pense qu'en plus, c'est très exponentiel comme évolution, et que on pourrait aller très vite vers le mal. Alors j'ai envie de rajouter un petit truc en plus, c'est pas que le mal. L'AI peut faire du bien. Je vous prends un exemple. Pour l'État, on a analyser toutes les comptabilités des entreprises qui avaient truqué leur comptabilité et qui avaient en fait falsifié des choses pour aller truquer l'État. Et maintenant, tu soumets ta comptabilité à l'IRS aux États-Unis, ils sont capables de passer ça au filtre d'une AI qui regarde dans ta comptabilité, qui dit tiens, là il y a un truc qui va pas bien, sûrement ils ont truqué. Et là ils envoient un inspecteur et dans 100% des cas, ils ont raison. Donc tu vois, ça peut faire du bien aussi. Oui, parce qu'on n'a pas forcément les ressources, les moyens nécessaires pour contrôler justement ta déclaration fiscale ou des choses comme ça. Donc là, ça va multiplier la capacité de contrôle et de mesure en fait sur des choses importantes. L'AI a aidé sur l'utilisation frauduleuse des bitcoins, par exemple. Ouais. Maintenant, tu peux plus utiliser de manière frauduleuse les bitcoins parce que tu es tout de suite repéré. Donc tu vois, il y a aussi des côtés positifs à tout ça. Mais le côté dangereux, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est vraiment malfaisant. Et là, ça fait très peur. Et là, on a besoin de faire quelque chose. On ne peut pas laisser prendre un risque si important aux citoyens de n'importe quel pays d'ailleurs, si on ne régule pas. C'est intéressant c'est pour ça que je voulais mettre en parallèle ces deux sujets qui sont finalement les mêmes. Le premier où on essaye de réguler les médias sociaux parce qu'on ne l'a pas fait au début et on a vu dans quelle société est-ce qu'on est arrivé. Et là, l'intelligence artificielle, on a l'impression que les gouvernements sont en train de se dire on va pas refaire la connerie qu'on a fait parce que regarde dans la merde dans laquelle on est en fait aujourd'hui. Et donc on va réguler beaucoup plus vite en fait cette intelligence artificielle avant qu'elle nous pète à la gueule comme les médias sociaux nous ont pété à la gueule. C'est ça, Stéphanie, l'intention? Oui, je pense que Pierre a très bien résumé. En fait, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité. Un énorme risque pour nos sociétés, mais une énorme opportunité pour les gouvernements, surtout qu'il y a des tensions géopolitiques qui sont au maximum, qui augmentent, et qu'on est revenu sur la prochaine guerre, elle sera aussi technologique. Et qu'il faut être compétitif, il faut être au top, nucléaire, mais il faut être aussi au top maintenant technologique, et ça passe par l'AI pour être compétitif en cas de conflit en fait géopolitique. C'est une arme aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Quand on lit à travers justement ces décrets, on comprend que à la fois il y a une volonté de limiter les risques, mais il y a aussi une volonté de garder l'hégémonie américaine sur ce sujet-là. Cette petite phrase qui est d'encourager l'immigration des talents hautement qualifiés dans le domaine de l'intelligence artificielle, elle veut tout dire, hein, quoi. C'est-à-dire qu'en gros,
il faut qu'on récupère les cerveaux de l'IA et qu'on les mette au service des entreprises américaines. Hein. C'est ça l'enjeu. Hein. Donc là, il va y avoir des visas à gogo. Si vous faites de l'intelligence artificielle et que vous voulez venir aux États-Unis, vous êtes accueillis les bras ouverts. Hein, là. C'est sûr. Et je sais pas si les États-Unis sont en avance en fait par rapport à la Chine. Hein. Non. Ça, c'est une grosse question. Hein. Moi, j'ai l'impression, mais je m'y connais pas assez, donc je peux pas dire. Ils sont pas en avance et ils savent pas du tout comment réguler les choses. Donc nous, on gère la SEC et la FINRA en ce moment sur le sujet de l'AI, ce qui est vachement intéressant parce que on voulait intégrer de l'AI sur nos portfolios stratégies pour les clients. Et c'est bloqué complètement. Rappelle Eve ce que tu fais avec Alinea, parce que les auditeurs le savent pas, mais alors disclaimer, je suis investisseur dans Alinea, mais c'est une app super intéressante et je comprends tout à fait que vous ayez envie d'utiliser de l'intelligence artificielle puisque c'est une sorte de Robin Hood qui fait de la recommandation sur de l'investissement et notamment sur une population de jeunes, mais aussi de femmes qui généralement investissent beaucoup moins que les hommes. Et vous avez un focus en fait sur cette cible-là qui est très intéressante. Exactement. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on recommande des portfolios aux utilisateurs quand ils s'enregistrent sur l'application. Et l'AI peut jouer un énorme morceau sur ce qu'on fait parce qu'on essaie de rendre l'expérience plus personnalisée. Donc aujourd'hui, on est en négociation avec la SEC et la FINRA pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et où est-ce qu'on peut rajouter de l'AI et où est-ce qu'on peut ne pas rajouter de l'AI. En fait, aujourd'hui, on a le droit de mettre de l'AI dans le content, dans tout ce qui est education, delivery, etc. Mais dans ce qui est portfolio, on ne touche pas. Mais ouais, on sent que les US ne sont pas du tout encore au point sur l'AI. Intéressant. Sur justement cette disparité entre l'Europe, est-ce que finalement là il n'y a pas une forme de guerre, c'est-à-dire est-ce que ce décret, Pierre, est-ce que Biden n'est pas en train d'accélérer parce que justement il voit ce que l'Europe est capable de réguler par rapport au sujet avant et se dit l'Europe est super forte pour réguler, nous on est super fort pour innover, mais si on innove sans régulation, on se tire une balle dans le pied. L'Europe est en train d'aller vite, il faut que nous aussi on aille vite, et donc du coup, il régule, il essaye de réguler aussi vite que l'Europe. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de prendre de court en fait l'Europe sur ce sujet de l'IA, parce qu'il y a une vraie guerre économique sur le sujet? Je pense qu'il s'en fout parce que l'Europe est nulle part en termes d'AI aujourd'hui. Donc pour lui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il voit un truc qui est extrêmement stratégique pour son pays. Il est intimement convaincu que si tu régules, tu fais fleurir l'industrie. Et que donc il a besoin de réguler et de pas faire ce qu'on a fait avec Internet. Donc pour lui, il y a quand même des enjeux qui sont des enjeux stratégiques, je pense militaires, mais aussi de paix sociale. Tu vois, les deepfakes par exemple, les usurpations d'identité, si on n'a pas un système pour réguler ça, on va vers des situations qui vont être extrêmement compliquées. Alors dans le décret, il y a effectivement ce que tu dis, la volonté de watermark, c'est-à-dire de marquer les contenus générés par intelligence artificielle pour que ce soit clairement dit quand on est face à un contenu généré par l'IA. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Hein. Alors comment ils vont faire ? Je pense que la façon, enfin moi je ne sais pas comment ils vont faire, mais je pense qu'on peut regarder ce qu'on fait avec les médicaments. Ouais. Les médicaments, il y a la FDA. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans un labo pharmaceutique, tu fais un médicament et tu le soumets à des contrôles. Et si ça passe, à ce moment-là, tu peux commercialiser le médicament. Et c'est normal qu'on le fasse, vous allez me dire, parce que si tu mets de la chimie dans un individu et qu'il en meurt, c'est emmerdant. D'accord? Donc, c'est le rôle de l'État de faire en sorte que ce que tu manges comme médicament, ça te tue pas, ça te soigne. Bon. Eh bien, Léa, on pourrait imaginer un système qui est un peu similaire. C'est-à-dire que tu as le droit de développer ce que tu veux, mais tu peux pas le commercialiser tant que ça n'a pas été approuvé. Et le modèle, donc on parle pas du contenu, là tu parles des LLM, des modèles quoi en fait. C'est-à-dire qu'en gros tu as le droit de mettre au point un modèle, mais tu le soumettras à une autorité comme la FDA pour un médicament, pour savoir si c'est pour eux que cet modèle soit audité et pour qu'il soit mis en place. C'est vrai qu'OpenAI, personne n'a audité le modèle d'OpenAI et aujourd'hui il est entre les mains de tout le monde, ça c'est vrai. Hein. Exactement, c'est comme tu fais une review dans l'App Store, même chose. Ça pourrait marcher comme ça. Mais si tu veux, après c'est vrai que c'est très compliqué comme sujet. Hein. Les Chinois... tu freines l'innovation. En faisant ça aussi, tu freines l'innovation. Hein. C'est-à-dire que du coup, tu vas moins vite. Hein. Ouais, mais t'as pas une bombe chimique chez toi et t'as pas toute l'électricité de la ville de New York qui tombe pour toujours, quoi. Voilà. Et puis, je sais pas si vous avez regardé sur Netflix, mais Painkiller sur l'épidémie des opioïdes, les données, elles sont aussi manipulées, hein, à la FDA.
Alors j'avais envie de parler, j'ai lu un article cette semaine très intéressant sur, c'est un témoignage d'un entrepreneur, je mettrai le lien dans les notes de l'émission, mais qui faisait le constat d'être un entrepreneur. Finalement, il se considère, ok, je suis un entrepreneur de seconde classe, je suis un fondateur de la classe moyenne, c'était très intéressant à lire son parcours où grosso modo il disait je suis le fondeur d'une start-up dont vous avez jamais entendu parler. Je suis pas très fortuné, même sur le papier. Ma start-up est loin d'être un échec, mais c'est pas encore un succès. Et je continue d'exister et c'est pas facile de vivre dans ce monde-là. Et il y avait une sorte ce qui était très intéressant là-dedans, c'est qu'il y avait une sorte de réveil des fondeurs de se dire, mais en fait, on nous a menti, c'est-à-dire que on nous a tous dit qu'il fallait qu'on soit hyper ambitieux, que la seule start-up qui valait c'était Go Big or Go Home, quoi. Et en fait, on a créé des start-up et on n'est peut-être pas comment dire, les poster child, c'est-à-dire on n'est pas les gens qu'on met en avant, mais nos startups existent, elles marchent, elles génèrent du revenu et on parle jamais de nous. Eve, je sais pas si ça fait écho aussi à ton projet. Toi aussi, tu es une jeune startup. Est-ce que tu te reconnais finalement dans ce modèle de fondateur de la classe moyenne, c'est ça? Exactement. Je pense que quand on a commencé, c'était en 2021, quand c'était le moment, comme tu as dit, go big or go home. C'était soit tu avais un multi-billion dollar exit, soit tu shut down. Et il n'y avait pas d'entre-milieu. Et aujourd'hui, on est en train de voir qu'on est dans un monde où en fait, tu peux créer une startup un peu plus de middle class qui génère du revenu, qui est profitable, qui est successful à sa propre manière et qui n'a pas besoin d'être le prochain Facebook. Et ça, Pierre, ça fait écho à plein de monde. Je suppose chez 34 éléments, toi, tu as une sorte d'académie qui accueille plein d'entrepreneurs. Est-ce que ces entrepreneurs, est-ce qu'ils ont ce rêve de devenir une start-up multi-billion dollar start-up, ou est-ce que tu vois de plus en plus de start-upers qui se disent non mais moi c'est pas mon rêve ça, je cherche pas forcément à devenir le nouveau TikTok. En fait, moi j'appelle ça les PME digitales. Ah, tu vois, c'est mon terme à moi. Donc pour moi c'est ça, c'est-à-dire qu'on est en train de créer, on peut pas créer des Google tous les jours, et que l'économie elle va être une économie d'entreprises qui vont être de petite taille ou de moyenne taille, ça va être ça l'économie, qui vont nourrir 10, 15 familles, qui vont faire 10, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui auront un projet noble, les gens seront heureux dans l'entreprise, et voilà, et ils seront pas Google, parce que tout le monde ne veut pas être Google. Et ça sera la réalité du marché. On a des marchés qui sont de plus en plus locaux, on a des questions de souveraineté, on a une concurrence effrénée sur n'importe quel sujet, n'importe où dans le monde, donc on n'aura plus capacité à créer ces gros machins. Et donc on aura des trucs un peu plus petits, mais qui fonctionneront très bien et qui rendront les gens heureux. Donc moi j'ai pas de problème avec ça. Oui, mais il est où l'exit là ? Il est où l'exit, Pierre ? L'exit pour moi, ce qui va se passer, c'est que c'est mon non, mais c'est intéressant. Ça vaut rien, c'est qu'une opinion, on va pas refaire le sujet. Mais pour moi, je pense qu'on va avoir beaucoup d'entreprises il faut réinventer le financement. Le financement VC, c'est du financement Google, ça marche. Il va falloir inventer un financement où il y a un financement et c'est fini. C'est-à-dire, tu commences, tu as besoin d'un petit peu d'argent pour démarrer, tu prends le $1 million que te donne ton VC ou ton angel ou ce que tu veux, et avec ça, tu deviens très vite profitable. Et avec cette profitabilité, eh bien, tu peux créer soit du dividende, soit tu peux aller racheter tes actions auprès de ton investisseur à un moment donné si tu le souhaites, mais tu ne relèveras plus jamais. Ça va être ça le modèle. Et moi, je pense qu'il faut trouver un modèle de financement qui permet à ces projets, qui sont des projets de 20, 10, 20, 30 millions de dollars, de lever le premier million et puis après de devenir rentable. Et ça, c'est une nouvelle catégorie d'investisseurs. Ça peut pas être les investisseurs, les VC qu'on connaît aujourd'hui, ça ? Ça peut pas être les VC qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas le modèle. Le modèle aujourd'hui, c'est que si la boîte ne fait pas 5 milliards de valo quand elle vend, eh bien le VC ne se retrouve pas visite CLP. Donc c'est pas le modèle, ça peut pas marcher comme ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y avait un article intéressant en fait de Charles Hudson qui est très connu dans la Silicon Valley, qui s'appelle The Big Reset in Seed to Series A Graduation Rates is Real.
Et pour lui, toute sa thèse en fait sur son article, c'est qu'en fait, il faut arrêter de se dire que tu vas faire un seed et après un investissement en série A. Tu vas faire que ce que tu dis en fait, Pierre. Tu fais que un pré-seed ou un seed et après tu dois développer ton revenu, tu dois pouvoir avoir assez pour grandir et après tu feras ton exit. Entre les deux, il y aura rien. Raise less, build more. Ouais. C'est exactement le mantra. Mais en fait, l'erreur, c'est qu'il y a 2 ans, quand on a commencé à construire des boîtes, c'était pas du tout, enfin, les dernières 10 années, c'était pas du tout ce qu'on apprenait. C'était vraiment, ne trouve pas de business model, grow, et t'avais à tout prix, croissance. Exactement. Donc et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu, mais j'ai 50% de mon batch de Y Combinator qui a shut down. Alors qu'ils avaient levé des millions de plus que nous. Et c'est exactement à cause de ça. Parce qu'ils étaient dans ce modèle-là. Ça, c'est intéressant ce que dit Eve, c'est qu'on a entretenu, Pierre, les startups dans un modèle aussi. Et ça, c'est à cause des investisseurs, parce que c'était le jeu des investisseurs. L'argent ne coûtait rien. Ils en avaient énormément. Donc, ils ont poussé les entrepreneurs à prendre un maximum de risques, parce que plus tu prenais des risques, plus tu avais de chances de toucher le jackpot. C'est le go big ou go home. Et ça, c'était poussé par l'argent facile des investisseurs qui cherchaient à placer leurs billes finalement dans la next big start-up, et qui a complètement poussé tous ces entrepreneurs qui avaient peut-être pas forcément ce projet au départ à privilégier la croissance à tout prix. Pas que, parce que tu as beaucoup d'investisseurs qui ont aussi mis de l'argent dans des projets à la con, qui n'avaient pas vocation à devenir quoi que ce soit, tu vois. Donc, il y a eu un peu n'importe quoi qui a été fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient absolument pas vocation à devenir un truc énorme. Et on s'est tous raconté des histoires à la noix. Donc, en fait, maintenant, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Il y a des beaux projets qui peuvent faire 10 millions, 20 millions, et c'est très bien, mais ça fera jamais plus. Et ça, on s'est refusé de le dire. On s'est toujours tous raconté des histoires en disant « Ouais, si ça fait 10, ça peut faire 100, ça fait 100, ça peut faire 1 milliard, ça fait 1 milliard, ça peut faire 10 milliards. » Non, c'est de la fumée, c'est de la merde, ça marche pas, ça. Donc aujourd'hui, la plupart des boîtes, elles ont vocation à être petites. Ça, c'est la réalité du marché. Il n'y aura plus de global pour des questions de souveraineté, pour plein de questions, et que donc le financement va devoir être différent. Et je pense que le nombre de VC va diminuer de manière exponentielle, qu'on aura très peu de VC qui, eux, vont financer les gros trucs qui peuvent évidemment sortir demain, ou des projets qui nécessitent beaucoup de capital. Je pense à la deep tech, par exemple. Je pense à l'AI, évidemment. Mais si tu veux, ça sera des choses très particulières, très technologiques. Une start-up aujourd'hui n'est plus technologique. Faire le produit, c'est le truc le plus facile qui peut être fait. C'est de trouver un client qui est dur, c'est de pas faire un produit. Et tout le monde se gargarise en disant « je fais de la tech ». Mais non, tu fais pas de la tech, tu fais un web. Donc si tu veux, pour moi, on est en train de changer de paradigme. Mais le problème, c'est plus le produit, c'est plus la tech. Le problème, c'est de trouver le client. Est-ce que, Stéphanie, ça, on risque pas de voir revenir, ils ont jamais vraiment disparu, mais finalement, est-ce que les business angels, là, dans ce modèle que tu expliques, ont pas finalement un rôle à jouer avec des syndicats de business angels qui vont apporter justement ce $1 million? Parce que un business angel, il est très différent d'un VC. Il n'a pas besoin de return comme un VC exponentiel. Si lui dit, moi, ton argent, je te redonne x3 dans 10 ans, ça lui va très très bien au business angel. Au VC, dans son modèle économique, ça marche pas, mais pour le business angel, ça marche, ça? Oui, ça marche. C'est, je dirais, x3, x10. C'est tout un pendant, en fait, de l'investissement qui est en train de se développer. Je pense que Jason Calacanis a toujours été sur des entrepreneurs beaucoup plus down to earth, beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus des opérateurs. Bien sûr, il veut quand même du x100 s'il peut, mais quelqu'un qui va développer un bon business, et je pense à mes amis de Mi Hotel, lequel il investit, ça marche bien. Et c'est des business qu'on levait un peu et qui sont rentables et qui grossissent et qui, à un moment donné, vont faire une exit. Alors, quelle forme d'exit? On va aussi sûrement avoir des nouvelles formes d'exit et sûrement des rachats plus que des IPO. Et ça va tout changer. Les business angels. Et peut-être du dividende, hein, et peut-être pas d'exit, mais simplement une machine à cash qui, tous les ans, quelque part, va te rapporter des dividendes. Pourquoi pas, hein. Ouais. Et c'est la vente, et c'est aussi les secondaries. Les secondaries où tu revends en fait tes actions, où c'est une forme d'exit pour les employés et le fondateur, pas forcément une exit de la boîte elle-même.
Et si on est sur des startups qui visent pas forcément le x100 ou le x200, mais qui sont justement sur des x10 ou au contraire où il n'y a pas d'exit et qui sont sur du dividende, ça peut remettre en cause aussi le modèle du safe. C'est-à-dire qu'en gros, on risque de voir arriver des business angels qui disent non, attends, moi je veux pas de safe, hein. Parce que le safe, il n'a de sens que quand il se convertit lors d'un prochain tour. Or, on sait très bien qu'il n'y aura pas de prochain tour. Et donc, on risque de voir revenir des equity rounds, hein, très traditionnels, où je vais prendre du capital dans ta boîte. Hein. Ou tu prêtes de l'argent avec un intérêt. Ou tu prêtes de l'argent avec un intérêt. Ou de la dette. Je te prête à 10%, vas-y. Tu vois, ça peut marcher aussi. Hein. Toi, aujourd'hui, Eve, tu es très proche de la profitabilité. T'es à quelques mesures, à quelques encablures de la profitabilité. Tu as aujourd'hui un investisseur qui te dit écoute, moi je te propose de la dette parce que je sais que j'ai regardé ton business, j'ai regardé les métriques, je sais que tu vas gagner du pognon et que c'est une cash machine. Ça t'intéresse, tu écoutes ça ou pas? Alors absolument. Et tu sais Carlos, ça a été assez intéressant parce que là on est en plein de relevée de fonds et on a levé ce qu'on voulait on voulait lever 1 million pour un sorte de seed plus pre-series A. Et ça y est, c'est fait. C'est fini, mais on est en train de lever plus là. C'est pas fini, on va se donner encore 2 semaines. Mais ce qui est marrant, c'est que moi je cherchais à lever de la dette de base, mais c'était plus facile pour moi de lever sur un safe que de lever de la dette. Et c'est dingue qu'on est aujourd'hui dans ce monde-là et que j'ai réussi à lever. Le monde n'a pas encore changé alors. Non, on a encore. Tant mieux, hein. Non, tant mieux pour toi. Pour moi. Mais j'étais surprise, vraiment, parce que je cherchais de base à lever de la dette. Et les banques, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? Pierre, tu penses est-ce qu'elles se sont transformées? Est-ce qu'elles vont être capables, comme tu dis, la PME digitale, les PME traditionnelles, elles sont financées par les banques traditionnelles. Est-ce que les banques vont être capables de financer la PME digitale comme elles financent des PME traditionnelles? Non. Elles sont mal en ce moment, les banques. Hein. Non, je pense que c'est pas leur métier, Carlos. Je pense qu'il faut inventer un nouveau VC qui s'appelle pas VC, qui s'appelle autre chose et qui fait ça, qui finance la PME digitale. Si tu veux, on monte une boîte tous les deux ensemble, on fait ça. On fait ça, ça te va? Non, mais moi, je crois beaucoup à ça. D'aller chercher aussi, des projets qui. Ça avec vous. Okay. Ouais, non, mais là, il y a un truc à faire. Je pense qu'il faut aller monter un nouveau type d'investisseur où effectivement, on te demande pas d'aller faire du x100. On te demande de fabriquer un business qui est rentable très vite. Et nous, le dividende, ça nous va très bien. Tu vois, et s'il y a un exit à la fin, super, mais c'est pas grave s'il y en a pas, quoi. Si tu as monté un lifestyle business digital qui génère des revenus et qu'on touche des dividendes, moi, ça me va, hein. Moi, c'est mon business avec 34 éléments. Je vois plein d'entrepreneurs géniaux, vraiment des gens super, qui ont des projets incroyables, qui exécutent super bien, qui sont des gens qui se battent, mais qui ne se feront jamais Google, quoi. Et qui pourtant font un truc super. Donc, il y en a plein de gens comme ça. Et c'est ça ce que les gens veulent devenir demain. Ils veulent devenir un peu indépendants. Ils veulent créer leur projet avec leur niveau d'ambition qui leur correspond. Et moi, je vois des gens qui sont vraiment des super cadors, qui font des trucs, qui n'ont pas vocation à venir Google et ils sont heureux de le faire, quoi. Moi, je leur donnerais, et je pense que ces gens-là, ils vont faire des beaux trucs, quoi. Mais ça sera jamais un truc de 1 milliard. Ben on monte ça, Pierre. C'est notre prochain truc. Allez, il faut qu'on commence à travailler là-dessus. On va monter ça. C'est super intéressant. On en reparlera. Je veux qu'on passe au bref de la semaine parce que on va parler d'une seule brève. Parce que Eve et Stéphanie veulent nous en parler. Et Pierre doit nous parler aussi de son coup de gueule sur la Coupe du Monde de rugby. Donc je vais skipper ma brève parce qu'on est déjà très en retard. Et on passe au bref de la semaine. Les brefs de la semaine, on commence par vous les filles. Vous voulez nous parler de Kim Kardashian et on finira avec le coup de gueule de Pierre sur la Coupe du Monde de rugby. Alors, Stéphanie, c'est toi qui as proposé le sujet, donc vas-y. Cette semaine, Kim Kardashian a fait 2 annonces énormes. La première qui est plutôt humoristique, mais qui est une vraie réalité. Elle a sorti en fait un soutien-gorge où on voit ses tétons. Alors, tu montreras la vidéo. Cette vidéo est énorme. Et c'est un vrai produit. Et en fait, il y a des vraies utilisations là-dessus. Alors, on va peut-être pas rentrer, sinon on risque d'être censuré ou je sais pas quoi. Mais usage, bordel. Alors, déjà, tu montres la vidéo. D'accord? On va montrer la vidéo. Et... Non, mais attends, Stéphanie, pour nos auditeurs européens, français, expliquons, et Eve, tu peux l'expliquer, et puis vous êtes des femmes,
que le téton, c'est quand même un sujet très tabou aux États-Unis. Le nipple, quoi, en fait, on n'a pas ce tabou en France, mais expliquez ça, parce que dans la culture américaine, le téton, on le montre pas. Je sais pas, dans ma génération. Non, mais tu n'as pas le droit. Tu as le droit de montrer tes seins, mais tu n'as pas le droit de montrer tes tétons. La loi américaine t'interdit dans certains États. Ils enlèvent. T'as pas le droit. Si on voit le moins de téton, en fait, ta vidéo, elle est take down. Elle est enlevée. Exactement. C'est pas mais possible. on peut montrer le sein, mais on peut pas montrer le téton aux États-Unis. C'est ça le truc. Et souvent d'ailleurs, si vous allez dans des, moi, je vais régulièrement à Vegas parce que je suis un joueur. Il y a des filles qui se trimballent et qui ont des caches tétons, ce qui est complètement ridicule pour un Européen qui voit ça. C'est soit tu montes tes seins, soit tu montes pas tes seins. Aux États-Unis, le téton c'est tabou. Le téton, il faut l'expliquer aux Européens. Ouais. Et en fait, il y a toute l'une des sœurs en fait Kardashian, Jenner, la mannequin. Kylie Jenner. Kylie Jenner. Non, pas Kylie, l'autre. Qui est le mannequin qui en fait elle promeut l'apparition du tétin sur le t-shirt. Et en fait, mais ça c'est une révolution. Vous êtes en train de parler d'une révolution aux États-Unis. Mais c'est une manière de montrer que tu fais les choses différemment, quoi. C'est aussi de la fashion en fait tout ça. Et elle a capté en fait cette capacité en fait. Kim a une capacité à capter en fait les trends hyper en avance et créer quand même un soutien-gorge juste avec un petit téton qui dépasse pour que sur le t-shirt, on voit la forme du téton, c'est quand même mythique. Faut oser. Ève, pour toi, c'est une vraie révolution, ça ? C'est une révolution. Enfin, déjà, sa boîte Skims était valued à 4 milliards de dollars. Avec ça, je ne sais pas où est-ce qu'elle va aller. Vraiment, elle est trop forte. Kim Kardashian, moi, Et donc, elle est très forte parce que 4 milliards de dollars, sa boîte. C'est pas une nana qui a fait une sextape. Toi, tu la vois comme l'influenceuse aux grosses fesses. Moi, je la vois comme une bimbo, très honnêtement, mais je la connais pas. Elle est hyper smart. On l'a toute connue comme ça de base, mais quand tu vois tout ce qu'elle a fait aujourd'hui et l'empire qu'elle a build up avec toutes les boîtes qu'elle a créées, tu réalises que c'est une femme très forte, très intelligente et très forte. Alors moi, j'ai découvert un truc. J'ai découvert un truc, Stéphanie, quand tu m'as dirigé vers Kim Kardashian que je connais très très mal. Et alors je découvre que en fait, elle est devenue avocate. C'est quoi cette histoire ? Raconte-nous. Ouais, elle a passé, elle a un agenda de malade, mais elle a quand même pris le temps en fait de passer le barreau américain. Ça lui a pris un tout petit peu plus de temps que les autres, mais elle l'est et maintenant elle défend la cause en fait de death row. Donc aux États-Unis, il y a encore la peine de mort et il y en a, c'est des décisions en fait injustes et elle va régulièrement défendre plusieurs convicts. Condamnés à mort pour les aider. Elle suit en fait le chemin de son père. Son père était un avocat en fait connu aux États-Unis. Et c'est sa mission. C'est sa mission en dehors d'être, entre guillemets, l'influenceuse bimbo. Moi, j'aime pas ce terme-là parce que pour moi, c'est pas une bimbo. C'est une femme intelligente, c'est une entrepreneur. Et maintenant, c'est une entrepreneuse. Donc, elle a fait Skim. Elle a développé, qui est valorisé à 4 milliards. Et elle a 35%. Elle a 35% de Skims. Et maintenant, elle a aussi VC. Elle est concurrente de toi. Elle a un private equity. Elle a lancé. Et ça, c'est intéressant de voir ces femmes. On parle de Kim Kardashian, mais on peut parler aussi de Serena Williams, qui exactement dans la même veine. Il y a une nouvelle génération de femmes qui généralement débutent soit par le sport, soit en fait, grosso modo, par la culture pop, et qui se transforment en véritables entrepreneuses incroyables, super talentueuses. Et alors toi, tu me disais un truc en préparant cette émission que pour toi. Alors, tu parlais de qui ? Tu parlais de Serena Williams ou de Kim Kardashian qui pourrait devenir le prochain président des États-Unis ? Moi, Kim Kardashian. Moi aussi. Je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, elle se présentera. Et connaissant les États-Unis, elle a la chance de gagner. T'as dit quoi ? Il faut réguler Kim Kardashian. Il faut réguler Kim Kardashian. On a trouvé la solution. C'est ça qu'il faut faire. Il faut réguler Kim Kardashian. Il faut tout réguler avec Kim Kardashian parce qu'elle va devenir président des États-Unis, c'est à peu près certain. C'est ça qu'il faut faire. Mais moi, je suis complètement d'accord avec Stéphanie. Moi, je pense qu'elle peut devenir présidente des États-Unis. Ouais. Elle a un following énorme, les gens l'adorent. Elle a un fanbase de malade. Vraiment,
Elle est hyper bien entourée. Ouais. Elle sait s'entourer et elle est bonne. Elle sait. Et là, pour l'instant, elle n'a pas besoin. Elle est entrepreneur, elle est investisseur. Elle n'a pas besoin en fait d'aller vers de la politique, même si elle y va doucement à travers tout ce qu'elle fait sur les convicts et les death row. Mais elle s'insère en fait dans ce milieu politique et dans 10 ans, 20 ans, quand ça sera beaucoup plus difficile d'être une influenceuse liée à sa beauté, ça sera autre chose. Ce sera un next level. C'est comme Arnold Schwarzenegger qui a démarré en bodybuilder, qui après si vous avez vu, devenu acteur et qui après était gouverneur. Maintenant, gouverneur de Californie. Et si je vous invite vraiment, moi je l'ai regardé par hasard, j'avais vraiment pas envie de le regarder et finalement j'ai regardé le documentaire sur Netflix, c'est génialissime. Et c'est ces 3 étapes, le bodybuilder, l'acteur et ensuite l'homme politique. Et c'est super intéressant à regarder la vie de Arnold Schwarzenegger. Je suis en train de lire son livre. Et son livre, il paraît qu'il est super bien également. Pierre, tu avais un coup de gueule à passer sur la Coupe du Monde de rugby. C'est à toi. J'ai un coup de gueule à passer sur la Coupe du Monde de rugby. Moi, je suis un très grand fan de rugby. Je suis né dans le Sud-Ouest. Oui, ça, je sais. On a regardé beaucoup de matchs ensemble. Je suis amoureux de l'équipe de France. On a un super entraîneur. Et on s'est fait voler la Coupe du Monde. Et j'en ai marre de ces pisse froids qui se donnent des excuses à la con. Et je pense qu'on est dans le politically correct et ça m'exaspère. Attends, parce que de quoi tu parles ? Il y a des gens qui expliquent aujourd'hui que, on n'a pas gagné le match parce qu'on a mal joué, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, c'est faux. On s'est fait voler le match. Il y a des choses qui ont été jugées comme étant mal arbitrées, qui, si elles avaient été bien arbitrées, auraient changé totalement la dynamique du match. Donc pour moi, cette Coupe du Monde est une imposture absolue. Je n'ai plus regardé un seul match après le. Il faut réguler le rugby, moi, je pense. Et je veux le dire, j'en ai marre de ces pisse froids, de ces grands artistes, de ces grands machins qui croient comprendre ce que c'est, ou même de ces rugbyman qui donnent des excuses à des choses qui ne sont pas excusables. Il faut appeler un chat un chat. On s'est fait voler et c'est hyper triste pour ces super joueurs et pour notre entraîneur. Voilà mon coup de gueule. Donc taisez-vous et allez vous battre contre le Rugby World Club, machin, qui est une infamie. Voilà, c'est une imposture cette Coupe du Monde. Qui est-ce qui nous a volé la Coupe du Monde Mais c'est l'arbitre. Apparemment, il y a visiblement l'arbitre. Le truc est affligeant. Enfin, si on regarde en détail, c'est affligeant. Pierre, j'ai une solution. Il faut réguler en fait le rugby et il faut être en capacité d'avoir accès aux data pour mettre en place des audits pendant les matchs et virer l'arbitre si possible qu'en fait pendant le match. Moi je pense que c'est ça. Regardez le compte en banque, l'IRS, regardez le compte en banque. Et regardez l'IRS, regardez le compte en banque de tous les joueurs, de l'arbitre, etc. et en direct pendant le match en fait. Je pense que c'est ça ta solution, Pierre. Ça marche. Bon, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Je vous embrasse. J'ai une pensée plus particulière pour Camille aujourd'hui, notre permanent dans Silicon Carnet, Camille Lambert, qui a perdu sa maman hier et on pense très très fort à elle dans Silicon Carnet. On l'embrasse très très fort et on la retrouve très vite dans un prochain épisode de Silicon Carnet. Bisous à tous. Bye bye. Hasta luego, amigos.